Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de recherche reproductible et de logiciels libres. Pour commencer cette vidéo, je vais d'abord vous parler de recherche reproductible et pourquoi c'est important. Durant cette année 2020, la crise du Covid a conduit à une production faramineuse d'articles scientifiques sur une thématique précise, on l'a vu. Ces articles, lorsqu'ils ont été publiés dans des revues à comité de relecture, ont subi un processus éditorial accéléré. Quand, dans le temps classique de la recherche, un article peut mettre jusqu'à 2 ans avant d'être publié, les délais étaient, durant cette crise, raccourcis à quelques semaines au plus. Et pour cause, l'état des connaissances évoluant tellement vite durant cette crise, il était courant qu'un article ne soit plus novateur quelques semaines seulement après sa publication ou sa soumission. Par exemple, dans le processus de soumission de notre méta-analyse sur l'hydroxychloroquine, nous avons dû rajouter des articles parus entre la soumission de l'article et son acceptation finale. Et là encore, entre le moment où l'article a été accepté et le moment où il a été publié, eh bien, d'autres études ont été publiées que nous n'avons pu intégrer. Un article n'est jamais qu'une photographie des connaissances à un instant précis, dans des conditions précises. Ce que cette folle production d'articles a mis en lumière, c'est la grande hétérogénéité des articles publiés. La publication de ces productions va du préprint médiocre, voire mauvais, aux articles publiés dans des revues prestigieuses, dont la crédibilité est bien meilleure. On a même vu durant cette pandémie des articles, je mets des guillemets, être publiés sous forme de documents Word déposés dans une Dropbox ou mis à disposition sur ResearchGate, qui est un réseau social de chercheurs. Et donc il va sans dire qu'un article déposé uniquement sur ResearchGate ne devrait pas se voir accorder davantage de crédibilité que, finalement, la vidéo complotiste partagée par Madame Michu sur Facebook. Pour tous ces articles, il est nécessaire d'en évaluer la qualité et la fiabilité. En effet, être publié dans une grande revue ne garantit pas le caractère irréprochable des résultats présentés. C'est ce que l'on a vu encore récemment avec le désormais fameux LancetGate où, malgré des analyses statistiques, ma foi, correctes, les données étaient complètement frauduleuses. Ce qui a permis de déceler la fraude, c'est le processus d'open peer review qui a fait que des centaines d'yeux et de cerveaux ont conjointement analysé ce papier pour y déceler les failles. Ici, les données étaient inventées. Cette fraude a pu être mise en lumière car les auteurs n'ont pas pu fournir à la communauté scientifique les données utilisées pour produire l'article. Il était donc impossible pour la communauté scientifique de reproduire les résultats présentés dans l'article. L'évaluation de la qualité d'un travail de recherche est donc contrainte par sa reproductibilité, et cette reproductibilité est elle-même tributaire de plusieurs choses. Premièrement, la précision du protocole expérimental qui décrit l'étude. 2. La disponibilité des données. Et 3. La disponibilité des algorithmes utilisés pour analyser ces données. Concernant la précision du protocole expérimental et la disponibilité des données, le cadre qui prévaut est bien sûr le cadre légal, et je pense par exemple aux données de santé qui doivent être anonymisées et ne pas pouvoir permettre de retrouver un patient afin de garantir le secret médical. Cela est important si, par exemple, votre jeu de données contient un patient avec une pathologie précise dans un hôpital précis, il devient alors aisé d'identifier ce patient, même si son nom n'apparaît nulle part. Néanmoins, des méthodes d'anonymisation complètes permettant de garantir la confidentialité des données, même si elles sont publiques, existent, comme par exemple la confidentialité différentielle, on ne va pas en parler maintenant, mais dans les grandes lignes, cette technique consiste à ajouter dans le jeu de données original des données synthétiques, des fausses données en fait, qui n'ont pas d'incidence sur les analyses effectuées sur ce jeu de données. Ainsi, il est impossible de savoir si chaque donnée prise individuellement est réelle ou non, et correspond par exemple à une personne réelle ou pas. Donc c'est une technologie qui est déjà utilisée dans beaucoup de domaines, mais pas, voire peu dans la recherche. Google, par exemple, utilise cette méthode pour faire remonter des données anonymes de ses utilisateurs. En ajoutant du bruit artificiel aux données, Google peut tracer, par exemple, la fréquentation des magasins, sans pour autant tracer les utilisateurs de façon individuelle pour ses statistiques. Maintenant, si on veut parler de la disponibilité des algorithmes et des logiciels, c'est un peu plus compliqué. Parce que pour rendre un algorithme disponible, ça peut signifier au choix mettre le pseudocode à disposition, c'est-à-dire la mécanique interne, comment l'algorithme est construit, ou mettre l'implémentation de l'algorithme à disposition, c'est-à-dire le programme permettant d'exécuter l'algorithme. Souvent, mettre le pseudocode ou les équations décrivant un algorithme, ça ne garantit pas une recherche reproductible. Car dans un champ de recherche précis, finalement, bien peu de personnes ont les capacités informatiques nécessaires à l'implémentation de l'algorithme, à son codage. C'est-à-dire la traduction des instructions de l'algorithme en programme. Par exemple, dans mon domaine, la biologie, la grande majorité des chercheurs sont capables d'utiliser très bien, très correctement un algorithme d'alignement de séquences, c'est un algorithme qui sert à comparer des séquences ADN. Les chercheurs sont également capables d'en comprendre les résultats de manière fine, mais très peu d'entre eux sont capables de comprendre les algorithmes eux-mêmes de manière suffisamment poussée pour les coder. Et quand bien même, très peu de biologistes ont des compétences en programmation informatique suffisantes pour pouvoir coder un algorithme de nouveau en partant de rien. Ce qu'il faut prendre en considération également, c'est que l'implémentation des algorithmes répond à des contraintes informatiques de plus en plus fortes.
En bioinformatique, par exemple, il ne s'agit pas seulement de faire en sorte que l'algorithme fonctionne, mais aussi, et surtout, qu'il fonctionne sur de grands jeux de données, de manière rapide, et parfois sur des supercalculateurs. Et cela demande des compétences en programmation très subtiles et hors du cursus du bioinformaticien moyen. Pour pouvoir reproduire des résultats de recherche, il faut donc idéalement disposer de l'implémentation logicielle de l'algorithme utilisé. C'est-à-dire qu'il faut avoir à disposition le programme qui permette l'exécution de l'algorithme en question. À ce stade, on peut donc légitimement considérer que disposer du protocole, des données, des algorithmes et des logiciels suffit à garantir la reproductibilité d'une recherche. Or, il n'en est rien. Pourquoi ? Parce qu'un logiciel est essentiellement une boîte noire qui convertit des entrées, qui peuvent être des données ou des saisies au clavier, etc., en sorties, qui peuvent être des graphiques, des statistiques, des images, etc. Sans avoir accès au fonctionnement interne d'un logiciel, il est impossible de vérifier son fonctionnement, et de voir si l'algorithme, par exemple, est bien effectué. Or, la possibilité d'étudier le fonctionnement interne d'un programme, eh bien, c'est garant de plusieurs choses cruciales en recherche, par exemple comprendre le fonctionnement et apprendre à créer de tels programmes, valider le bon fonctionnement et les éventuelles erreurs du programme, améliorer le programme, en lui ajoutant des fonctionnalités sans devoir repartir de zéro, et puis intégrer des morceaux du programme étudié dans un programme plus large, regroupant plusieurs fonctions. C'est à ce stade qu'on doit parler des logiciels libres, parce que ces possibilités, ces libertés de compréhension et d'amélioration d'un programme sont au cœur d'une licence qui s'appelle la GNU GPL, qui est une licence créée par Richard Stallman, qui définit légalement ce qu'est un logiciel libre. Légalement, en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais je vous fais l'histoire brève. Donc, pour la petite histoire, l'aventure de la création du logiciel libre par Stallman, elle est due à une imprimante capricieuse. En 1980, alors qu'il est âgé de 27 ans, Stallman travaille au MIT où une nouvelle imprimante leur a été offerte par Xerox. Donc à l'époque, c'était une imprimante qui coûtait très très cher, vraiment un beau cadeau, prototype d'imprimante laser. Cette imprimante est sujette au bourrage papier qui bloque les fils d'impression. Et pour corriger ce défaut, Stallman, eh bien, il a pour projet de modifier le pilote de l'imprimante. Le pilote, c'est le logiciel qui permet à l'ordinateur de discuter avec l'imprimante. Et en fait, il s'aperçoit que le code source du pilote n'est pas disponible et que Xerox refuse de le communiquer. À l'époque, ce qu'il faut savoir, c'est que la communauté de programmeurs elle est très restreinte, il y a très peu de personnes qui codent, et il régnait un esprit de partage. Les codes étaient empruntés, copiés et échangés de façon libre et communautaire. Xerox, en refusant de communiquer le code source du pilote de l'imprimante, inaugurait l'ère des licences commerciales d'utilisation, que l'on connaît maintenant, c'est-à-dire la possibilité d'utiliser un logiciel sous contrainte commerciale, par exemple ici l'acquisition d'une imprimante, sans pouvoir avoir accès au code source. Dès lors, Stallman, révolté, jura de ne jamais confisquer lui-même l'accès au code de ses programmes, jugeant la pratique d'une part non éthique et d'autre part contraire aux valeurs morales des programmeurs de l'époque. Dans les années 80, Stallman entreprend de créer un système d'exploitation alternatif à Unix, qui était très en vogue à l'époque, notamment dans les laboratoires de recherche, pour permettre à chacun de l'installer librement et gratuitement sur son ordinateur. À cette époque, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Unix, ça coûtait plusieurs milliers de dollars. Et donc Stallman, il entreprend de concevoir le système d'exploitation libre GNU. GNU est un acronyme récursif qui signifie GNU is not Unix. Alors GNU, en tant que système d'exploitation, même à ce jour, presque 40 ans plus tard même, il n'est pas totalement abouti, notamment à cause de l'écriture du code du noyau, Herd, qui patine. Mais néanmoins, GNU il fonctionne très bien avec un autre noyau, qui est le noyau Linux. Et en fait, les systèmes d'exploitation Linux qu'on connaît maintenant sont véritablement des systèmes GNU-Linux, c'est-à-dire des logiciels GNU articulés autour d'un noyau Linux. Donc quand il finalise son premier logiciel à destination du projet GNU, Emacs, qui est un logiciel de traitement de texte encore utilisé aujourd'hui, Stallman réfléchit à comment protéger légalement son code de façon à ce que personne ne puisse l'acquérir, se l'accaparer. Le problème, c'est que s'il fournit le code tel quel, il empêche personne de recopier le programme, de le modifier légèrement et de protéger l'accès au code source grâce aux nouvelles lois sur le copyright qui viennent d'apparaître aux États-Unis. Stallman cherche donc à ce moment-là à créer une licence d'utilisation qui s'hérite avec le code, en ce sens qu'une personne qui utilise le code source du logiciel sous cette licence est contraint de redistribuer le code modifié sous cette même licence. Et il invente ainsi la licence GNU GPL qui définit 4 libertés fondamentales qui commencent à la liberté 0, petite blague de programmeur, liberté 0 étant la liberté d'exécuter le logiciel pour n'importe quel usage. Liberté 1, la liberté d'étudier le fonctionnement d'un programme et de l'adapter à ses besoins, ce qui passe par l'accès au code source. Liberté 2, la liberté de redistribuer des copies du programme. Et liberté 3, l'obligation de faire bénéficier la communauté des versions modifiées de ce programme. Alors c'est vraiment une histoire, la création de cette licence GNU GPL qui est vraiment passionnante, et si vous êtes intéressé, je vous recommande chaudement la biographie de Richard Stallman qui est disponible sous licence GNU GPL.
Maintenant, quel est le rapport entre les logiciels libres et la recherche? Eh bien, si la philosophie des logiciels libres elle est facilement compréhensible, elle pose plusieurs problèmes d'ordre pratique aux chercheurs qui souhaiteraient utiliser la GNU GPL pour les projets qu'ils développent. Notamment au début des années 2000, de nombreux logiciels de recherche ont été développés et distribués de façon non libre. Un exemple typique que j'ai en tête, c'est le logiciel USearch. Alors USearch, c'est un logiciel d'alignement et de clustering de séquences ADN très utilisé en bioinformatique. Il est gratuit d'utilisation dans sa version 32 bits, mais il nécessite une licence commerciale pour sa version en 64 bits. La licence pour la version 64 bits coûte 1 500 $, ce qui la rend inaccessible pour les universités des pays en développement, et puis d'ailleurs beaucoup d'universités refuseraient de payer ce prix pour une licence. À l'heure actuelle, avec l'avènement des techniques de séquençage massif, il est presque impossible de conduire une analyse bioinformatique de pointe avec la version 32 bits, qui est limitée à l'utilisation de 4 Go de RAM, ce qui est vraiment très peu. Maintenant, les fichiers de base font plus que 4 Go, donc voilà. Et de plus, bien que cette version soit gratuite d'utilisation, son code source n'est pas disponible, et donc il est impossible d'en étudier finement le fonctionnement et de comprendre exactement ce qu'on fait quand on exécute cet algorithme à travers ce programme. Alors on peut comprendre la réticence des chercheurs et des programmeurs à rendre disponibles des logiciels qu'ils développent sous licence libre, parce que par exemple, le fait qu'un logiciel soit utilisable et modifiable librement, eh bien ça prétérite une potentielle rentrée d'argent. C'est une inquiétude totalement légitime, mais en fait, la licence libre, elle n'empêche pas la commercialisation d'un logiciel. Notamment, un business model largement utilisé avec la licence GPL, c'est de fournir le logiciel librement, gratuitement, mais de vendre l'assistance et la garantie. C'est le cas par exemple de la distribution Linux Red Hat, et il est également possible de vendre l'accès à un service, par exemple par l'intermédiaire d'un site web, tout en partageant les sources du projet. Par exemple, imaginons que je développe un programme qui me permette, peu importe, de faire de l'analyse de texte de façon très détaillée, d'une façon précise. Le programme il fonctionne en ligne de commande, et puis son fonctionnement il n'est pas très simple, à cause de la ligne de commande et puis des paramètres, etc. Je peux très bien développer un site web, payant, via lequel les utilisateurs peuvent utiliser mon logiciel de façon simple tout en distribuant le code source de mon logiciel. Ce qui est facturé ici, c'est pas le logiciel, mais c'est sa facilité d'utilisation. Alors, également, il existe d'autres types de licences libres, autres que la GNU GPL, qui sont parfois plus adaptées à l'utilisation commerciale d'un logiciel développé. Donc le fait d'utiliser une licence libre, ça n'empêche pas de pouvoir commercialiser son logiciel. Le fait pour un logiciel de recherche d'être non libre ou privateur, au sens où il prive l'utilisateur des 4 libertés fondamentales qu'on a décrites avant, dans la licence GNU GPL, ça le rend très vite limité. Dans le cas du programme USearch, la conséquence a été la création d'un projet parallèle, vSearch, visant à reproduire et étendre USearch sous licence libre. La description du logiciel sur GitHub stipule « Le but de ce projet est de créer une alternative à USearch, développée par Robert C. Edgar. Ce nouvel outil devrait être open source, avec une licence libre adéquate, être gratuit d'utilisation, avoir un design 64 bits qui peut gérer de très grandes bases de données et bien davantage que 4 Go de RAM, être aussi précis ou plus précis que USearch, être aussi rapide ou plus rapide que USearch. Ces prérequis ont été atteints très tôt dans le projet et les fonctionnalités de vSearch ont été étendues. Comme le projet est open source, de nombreux bugs ont pu être mis en lumière et corrigés par les utilisateurs. De plus, ayant le code source à disposition, d'autres programmeurs ont rendu vSearch disponible de façon native pour différentes plateformes ou systèmes d'exploitation, rendant ainsi l'installation et l'utilisation de vSearch extrêmement aisées. vSearch est donc devenu, en 4 ans seulement, la référence dans ce type d'analyse et a supplanté USearch. Donc le premier avantage des logiciels libres dans la recherche, c'est d'avoir des logiciels utilisables par tout le monde, évolutifs, et qui bénéficient d'une communauté de développeurs virtuellement illimitée, puisque tout le monde peut contribuer au projet en proposant des améliorations, en remontant des bugs et parfois en les corrigeant. Le deuxième avantage qui me vient à l'esprit, c'est la possibilité de comprendre les différences de résultats obtenus entre deux implémentations différentes d'un même algorithme. L'exemple le plus parlant que j'ai sous la main, c'est l'implémentation de l'algorithme de régression Lasso, qui diffère sous R et sous Python. Alors Lasso, c'est juste un algorithme qui permet de faire une régression linéaire toute bête entre une variable réponse et plusieurs variables prédictives, et puis Lasso va sélectionner des variables par importance, en gros. En Python, Lasso il est disponible dans une librairie qui s'appelle scikit-learn, sous R, Lasso il est disponible dans une librairie qui s'appelle glmnet. Ces deux librairies elles sont sous licence libre, et leurs codes sources respectifs sont disponibles pour tout le monde. Alors, comme les implémentations elles sont un petit peu différentes, les résultats renvoyés par l'une et l'autre de ces implémentations sont différents aussi. Et en fait, l'analyse des sources, des codes sources par plusieurs utilisateurs, ça a permis de mettre à jour cette différence d'implémentation et de fournir une manœuvre très simple pour convertir les résultats d'une implémentation à l'autre. Et mieux encore, cette manipulation, elle est elle-même publiée en open source. Le troisième avantage,
des logiciels libres, eh bien, c'est de permettre une réimplémentation d'algorithmes en se basant sur des implémentations existantes. Dans mon domaine, par exemple, j'utilise un algorithme pour calculer des co-occurrences, c'est-à-dire des probabilités que deux espèces différentes se trouvent toujours au même endroit. Et il existe plusieurs algorithmes pour faire cela, mais celui que j'utilise, il est très peu utilisé dans la communauté, notamment parce qu'il n'y a pas d'implémentation très solide qui existe. Il existe une librairie R qui permet de faire tourner cet algorithme, mais il est excessivement lent et il plante quand le nombre d'espèces considérées il est supérieur à 200. Or, moi, dans mon cas, j'ai besoin de faire tourner cet algorithme sur environ 100 000 espèces. Donc en étudiant le fonctionnement de la librairie existante, qui est publiée sous licence libre, j'ai pu identifier les bottlenecks, c'est-à-dire les structures ou les portions de code qui limitent le bon fonctionnement du programme. Puis en me basant là-dessus, j'ai pu conserver les pièces qui fonctionnent, et puis réécrire une librairie complète qui permet de faire tourner l'algorithme de façon très efficace. Notamment, par exemple, j'ai rajouté des petits trucs, mon implémentation, elle permet de faire tourner la librairie sur des clusters, c'est-à-dire des supercalculateurs. Donc là, pour moi, le fait d'avoir eu accès à la librairie existante, ça m'a permis de ne pas devoir recommencer de zéro à tout implémenter, et d'identifier des facteurs limitants que probablement j'aurais pas anticipés. Alors, la librairie que je développe, elle n'est pas encore disponible publiquement, mais elle sera publiée sous licence GPL dès que j'aurai résolu le dernier petit bug qui m'agace. Enfin, le dernier avantage des logiciels libres dans la recherche, c'est de permettre une reproduction immédiate des résultats. Moi, j'utilise exclusivement des logiciels libres dans ma recherche, et donc si je publie un article et que je rends les données disponibles avec le code source qui m'a permis de faire l'analyse, je sais que d'autres chercheurs pourront sans aucun souci refaire tourner l'analyse car le logiciel que j'utilise, R, est gratuit et libre. Et il est installable par n'importe qui. Parallèlement, mes pairs peuvent déceler d'éventuelles erreurs dans mon code et me faire parvenir un correctif, et c'est comme ça qu'on fait de la meilleure science. Pendant le Covid, de nombreux chercheurs ont publié le code source de leur modèle en même temps que les articles scientifiques dans lesquels ces modèles étaient utilisés. C'est le cas de l'Institut Pasteur par exemple, ou de l'Imperial College London. Ainsi, lorsque les articles sortaient, je m'amusais beaucoup à juste télécharger le code et à les exécuter pour reproduire les résultats qu'il y avait dans les articles. Et j'ai énormément appris en étudiant les codes mis à disposition, puisque ils utilisaient des méthodes que je connaissais pas, puisque l'épidémiologie, c'est pas mon domaine de recherche. Donc il y a vraiment des méthodes, des implémentations hyper intéressantes à regarder. Ici, la mise à disposition du code permet vraiment une reproduction immédiate, une vérification des erreurs et un apprentissage beaucoup plus rapide. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de ce qu'on a vu? Eh bien, on l'a vu, le logiciel libre il s'impose petit à petit comme un standard dans la recherche, ce qui est à mon avis une bonne chose. Le fait de permettre aux autres chercheurs d'avoir accès à nos programmes et de les modifier, de les étudier, ça engendre une mécanique d'évaluation et d'amélioration perpétuelle des programmes, des algorithmes, etc. Ainsi, la recherche progresse vraiment plus vite. Et en mettant ces codes et programmes à disposition, les chercheurs permettent également à leurs pairs de reproduire des travaux existants de manière plus rapide et de construire des frameworks, c'est-à-dire des façons de travailler, qui deviennent des standards, non pas à cause de leur facilité d'utilisation ou de leur monopole commercial, mais simplement parce qu'ils sont meilleurs, et que de nombreuses personnes contribuent au succès de ces frameworks. Et en statistique alors? Eh bien pour les analyses statistiques, je vous recommande logiquement de produire vos analyses à l'aide d'un logiciel libre. Pour ma part, j'utilise R. Pourquoi? Parce que R possède une multitude de librairies qui lui permettent donc d'effectuer environ n'importe quelle analyse, et puis je sais également que n'importe quel chercheur dans le monde peut reproduire mon travail avec exactement les mêmes scripts que j'utilise. Et parallèlement, je vous recommande d'éviter les logiciels comme SAS ou GraphPad qui, bien que peut-être plus simples de prime abord, ne sont pas accessibles à tous. Vous pouvez très bien utiliser d'autres logiciels ou langages libres, comme Python ou Julia pour les plus connus. L'essentiel pour moi, c'est vraiment de demeurer avec des logiciels libres à cause de toutes les qualités que j'ai énumérées plus tôt dans la vidéo. Donc vous l'aurez compris, pour moi, les logiciels libres, ce sont les garants d'une recherche reproductible. On ne peut pas envisager de recherche reproductible sans logiciel libre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à laisser un commentaire ou à vous abonner sur la chaîne. Voilà, à la prochaine fois.